Ma femme a lâché d'un ton sec quand je l'ai surprise en train de me tromper. De toute façon, il est meilleur au lit, a-t-elle ricané. J'ai simplement hoché la tête et je suis parti. Ce matin, j'avais 52 messages désespérés sur e-messages qu'elle a perdus. 2112 fichiers supprimés. 14 mois. 41 entrées d'hôtel. Je les trouve à 18h47, un dimanche. C'est à ce moment-là que j'apprends que la chose la plus dangereuse dans ma maison n'est pas le disque de preuve dans le tiroir de mon bureau, ni le logiciel d'investigation numérique qui tourne sur 3 moniteurs. C'est l'ordinateur portable de ma femme, qu'elle a laissé sur le coin de mon poste de travail. Et elle m'a demandé de le vérifier parce qu'il était lent. J'exécute d'abord le diagnostic standard. Extraction des métadonnées avant le contenu. C'est ainsi que je fais tout. Le processus avant la réaction. La structure avant le sentiment. Le diagnostic renvoie ses résultats en 4 minutes et 40 secondes. Et je reste assis, très immobile, pendant que je les lis. 2112 fichiers récemment supprimés. La suppression la plus récente, il y a 47 minutes. Pendant que Sloan était sous la douche. Voici le truc avec les fichiers supprimés. Les gens croient que supprimer quelque chose le fait disparaître. Ils y croient de la même manière qu'ils croient qu'un magicien fait vraiment disparaître le lapin. Parce que le mécanisme est invisible. Et le résultat semble complet. Ce qu'ils ne comprennent pas, et ce que j'ai passé ma carrière à expliquer à des juges fédéraux, c'est que la suppression est une erreur de classement, pas un effacement. Le fichier existe toujours. C'est le pointeur vers celui-ci qui disparaît. Et je suis très doué pour retrouver les pointeurs. J'ouvre les fichiers récupérés en séquence. Des SMS exportés en PDF. 340 d'entre eux. Certains avec des photographies jointes. Les photographies contiennent des données EXIF. Des coordonnées GPS qui correspondent au méridien hôtel à Hoboken. Des horodatages répartis sur 14 mois. Des métadonnées de jumelage d'appareils qui incluent un téléphone enregistré au nom de Fletcher Calder sur un compte d'entreprise de Calder et Voss LLP. J'ouvre la feuille de calcul en dernier. Nom du fichier, ogdfinal.xlsx. L'entête de la colonne indique, coordination hors site. 41 entrées. Numéro de chambre. Heure de départ. Une légende avec un code couleur dans le coin inférieur gauche qui distingue le confirmé du provisoire en 2 nuances de vert. Il y a aussi un mémo vocal. 4 minutes et 12 secondes. Je l'écoute une fois avec mes écouteurs. Je ne l'écoute pas à nouveau. Je ferme doucement l'ordinateur portable. Pas lentement. Doucement. De la manière dont on ferme quelque chose qui est maintenant une preuve. Je pense déjà au dossier de Fletcher Calder au barreau quand Sloan descend. Elle est en peignoir. Un verre de vin à la main. Les cheveux encore humides. Elle se déplace dans la cuisine comme elle le fait toujours. Efficace. Légèrement distraite. La démarche particulière de quelqu'un qui a déjà décidé à quoi ressemblera l'heure suivante. Elle s'arrête à l'entrée du bureau et regarde l'ordinateur portable sur le coin de mon bureau. Tu as trouvé le problème. L'ordinateur va bien, dis-je. Je le lui rends. Elle le prend. Pose son vin sur le bord du bureau. Quelque chose de bizarre dessus? Définis le bizarre. Elle rit un peu. Remplit son verre de vin sans me regarder. Je ne sais pas, Brennan. C'est toi l'expert. Oui, dis-je, je le suis. La pause qui suit dure environ 2 secondes. Je la regarde traiter l'information. Je regarde le petit recalibrage se produire derrière ses yeux. Le moment où elle repasse ce qu'elle a supprimé, le mesure à ce que j'aurais pu trouver. Et décide qu'elle est probablement en sécurité. Parce qu'elle a tout supprimé il y a 47 minutes. Et je suis, dans son modèle de l'univers, l'homme qui répare les ordinateurs lents. Elle pose son vin. Je prends mes clés sur le crochet près de la porte. Le même crochet. Les mêmes clés. Chaque jour depuis 14 ans. Le geste est si routinier qu'elle ne l'enregistre pas comme une décision avant que j'aie ma veste à la main. Brennan. Je sors. Ce n'était qu'une fois, dit-elle. Passe à autre chose. Je la regarde. La feuille de calcul a 41 entrées. De toute façon, il est meilleur au lit, dit-elle. Et le ricanement arrive comme si elle l'avait gardé en réserve.
Comme si elle avait répété ce qu'elle dirait si ce moment venait. Et c'est la version qu'elle a choisie. J'acquiesce une fois. Je prends ma veste. J'ouvre la porte. Brennan, si tu sors par cette porte, alors tu vas. Quoi? Elle ne répond pas. Je sors. La Volvo recule hors de l'allée comme elle le fait toujours. Lente. Délibérée. La caméra de recul me montrant la rue vide derrière moi. Sloan apparaît sur le seuil, en peignoir. Le verre de vin toujours à la main. Elle dit quelque chose. La vitre est relevée. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. À 1 mile de la maison, à un feu rouge sur Grove Street, j'appelle Quinfero. Ça sonne 2 fois. C'est moi, dis-je. J'ai besoin du service complet. Actif commun. Compte caché. La totale. J'ai un nom pour toi. Fletcher Calder. Associé principal, Calder et Voss. Une pause. Depuis combien de temps tu le sais? 4 mois, dis-je. Je voulais qu'il construise le dossier pour moi. Le feu passe au vert. Quin reste silencieux pendant 3 secondes entières. Ce qui est long pour un homme qui traite les chiffres comme un chirurgien traite l'anatomie. Précisément, sans sentiment. Quand il reparle, sa voix porte quelque chose que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Brennan, dit-il. Tu sais ce que Calder et Voss ont déposé le trimestre dernier? Je ne le sais pas. Mais je me gare sur le parking d'un pressing fermé sur Maple Avenue. Je coupe le moteur et j'écoute la ligne de faille s'ouvrir sous la carrière de Fletcher Calder. Comme une fissure dans la glace en hiver. Silencieuse. Structurelle. Et courant jusqu'aux fondations. Le bureau de Quin est au-dessus d'un pressing dans le quartier financier de Newark. Volontairement sans glamour. Un choix qu'il a fait consciemment. Et qu'il n'a jamais reconsidéré. La moquette est gris commercial. Le bureau est en métal. Le café provient d'une machine qui n'a pas été nettoyée depuis la dernière administration. Les chiffres que Quin traite dans cette pièce ont mis fin à 3 mariages. Et à une campagne au Congrès. Et il ne voit aucune raison d'enjoliver l'opération. Il est déjà à son bureau quand j'arrive à 9 h le lundi matin. Il est là depuis 6 heures. 3 comptes, dit-il sans préambule. Sans offrir de café. Il fait glisser une feuille imprimée sur le bureau. Une LLC enregistrée il y a 18 mois. Le nom sur l'enregistrement est Holloway. Le nom de jeune fille de sa colocataire d'université. La LLC a reçu 34 000 $ de transfert depuis votre compte d'épargne commun en 14 mois. Je prends la feuille. La date du premier transfert correspond exactement à la première entrée sur la feuille de calcul de l'hôtel. Elle se préparait une porte de sortie, dit Quin. Au cas où elle aurait besoin de partir proprement. Elle avait besoin de partir proprement, dis-je. Elle ne savait juste pas que je surveillais la piste. L'expression de Quin ne change pas. Il prend son stylo et trace une ligne sous un chiffre au bas de la page. Les transferts étaient structurés pour rester sous le seuil de déclaration. 1100. 1200. 9 cents, jamais le même montant 2 fois. Structuration intentionnelle. C'est comme ça qu'un expert comptable judiciaire l'appellerait, dit-il. Dans une juridiction où ça compte. Je pose la feuille. Le disque dur dans la poche de ma chemise est un poids froid contre ma poitrine. Un disque portable de 500 gigaoctets. Qualité probante. Chaîne de possession. Enregistré depuis 18h47 hier. Je le porte comme d'autres personnes portent leur téléphone. Alors. Voici ce que je fais vraiment. Ce que Sloan ne savait pas. Et n'a jamais demandé. Je suis un expert en criminalistique numérique certifié par les tribunaux. J'ai témoigné dans des procédures fédérales dans 4 juridictions. J'ai été qualifié comme témoin expert dans des affaires d'espionnage d'entreprise. De fraude financière. De vol de propriété intellectuelle. Et une affaire que je ne peux pas discuter sous une ordonnance de protection. Mais que vous reconnaîtriez si je la nommais. Quand une entreprise a besoin de prouver que quelqu'un a supprimé quelque chose. Que la suppression était intentionnelle. Qu'elle a eu lieu à un moment précis. Que les données derrière contenaient ce que le plaignant prétend qu'elles contenaient. Il m'engage.
Je maintiens des protocoles de chaîne de possession qui rendent les données récupérées admissibles dans n'importe quel tribunal du pays. J'ai eu des avocats de la défense passer 6 heures à essayer de démanteler ma méthodologie. Aucun d'eux n'a réussi. Sloan pensait que je travaillais avec des ordinateurs. En 14 ans, elle n'a jamais posé de questions de suivi. Elle pensait que tu étais du support informatique, dit Quint, lisant quelque chose sur mon visage. La plupart des gens le pensent, dis-je. Je ne les ai jamais corrigés. Il hoche la tête une fois. De la manière dont Quint hoche la tête quand un chiffre confirme ce qu'il soupçonnait déjà. La LLC a un compte courant d'entreprise. Et un compte d'épargne. Le compte d'épargne a 22 000 $ en ce moment. Le compte courant a été utilisé pour ce que je décrirais comme des dépenses de style de vie. C'est-à-dire spa. Restaurant. 2 billets d'avion pour Miami en mars. Le deuxième billet n'est pas à ton nom. C'est ça. Je note les numéros de compte. Je note le nom de la LLC. Je note les dates de Miami, que je vérifierai ce soir par rapport à la feuille de calcul de l'hôtel, parce que je sais déjà ce que je vais trouver. Mardi matin, j'engage Lena Shaw. Le cabinet de Lena est à Midtown, 32e étage. Un endroit qui a l'air cher parce qu'il l'est et ne s'en excuse pas. Elle a 40 ans, s'occupe de litiges en propriété intellectuelle et de droit de la famille, et elle est économe de ses mots d'une manière que je trouve professionnellement confortable. Son assistante nous apporte de l'eau. Lena ne touche pas la sienne. Je pose le disque de preuve sur son bureau. Je lui explique le journal de la chaîne de possession. Elle le lit comme elle lit tout, complètement, sans interrompre, sans réagir. Ensuite, je lui montre l'index des métadonnées. Les 2112 fichiers, la feuille de calcul, les registres de la LLC que Quint a sortis. Elle ne réagit pas au mémo vocal. Elle a entendu pire. C'est admissible, dit-elle, tout. Vous avez maintenu la chaîne de possession ? J'ai maintenu la chaîne de possession comme d'autres personnes maintiennent le contact visuel, dis-je, automatiquement. Elle sourit presque. Les transferts de la LLC constituent un gaspillage des biens matrimoniaux en vertu de la loi du New Jersey. Les dépenses d'hôtel, si nous pouvons les lier à des fonds matrimoniaux. La carte de crédit se terminant par 4471, dis-je, compte commun. Il a payé pour les chambres 11 et 9. Elle a payé le reste. Les relevés de carte sont dans le dossier secondaire. Lena ouvre le dossier secondaire. Elle lit pendant 2 minutes. Je vais programmer le dépôt de la plainte, dit-elle. Donnez-moi jusqu'à vendredi. Je la remercie et je pars. Dans l'ascenseur, je sors le disque de preuve de la poche de ma chemise et le tiens un moment. Poids froid. 47 gigaoctets des choix de quelqu'un d'autre. Mercredi soir, Quint est avec moi dans le bureau, croisant les transferts de la LLC avec 3 ans de déclaration de revenus commune. Les stores vénitiens zèbrent la feuille de calcul d'ombre. La même feuille de calcul sur le moniteur central qui est ouverte depuis dimanche soir. Je l'ai regardée tellement de fois que le code couleur ne s'enregistre plus comme un visuel. Ce ne sont que des données maintenant. Quint pose son stylo à 21h30 et dit, sans préambule, que sa belle-sœur a utilisé une application de rencontre appelée Singleton après son divorce. Il la décrit comme il décrit tout, factuellement. Évaluation des valeurs avant de voir la photo de qui que ce soit. Des questions sur ce que vous avez vraiment vécu, ce que vous croyez, ce que vous attendez de la vie. Elle a dit que c'était la première fois qu'une plateforme lui posait une question qui valait la peine d'être répondue. J'annote un enregistrement de transfert. J'écoute à moitié. Mais le nom atterrit quelque part au fond de mon esprit. Le concept du test de valeur. Savoir ce que quelqu'un croit vraiment avant d'investir quoi que ce soit. Et ça reste là tranquillement pendant que je travaille. Jeudi après-midi, Petra arrive. Ma fille a 19 ans, étudiante en 2e année à Rutgers. Et elle lit le silence comme je lis les données, en cherchant ce qui devrait être là et ne l'est pas. Elle laisse tomber son sac dans la cuisine, vient à l'entrée du bureau pour dire bonjour, et trouve le moniteur central affichant la feuille de calcul de l'hôtel en mode diaporama. J'étais sorti pour prendre un appel de Lena. Petra lit toute la feuille de calcul. Je le sais parce que quand je reviens, elle est toujours debout devant le moniteur, et elle ne me regarde pas quand j'entre. Elle regarde la feuille de calcul. Le numéro de maman, dit-elle. Je le lui donne.
Elle appelle depuis le couloir. J'entends sa voix à travers le mur, plate comme une ligne tirée à la règle, 7 mots. Maman, je témoignerai si tu le forces à se battre. Puis, le silence. Sloan a raccroché. Petra revient à l'entrée. Elle me regarde de la manière dont elle me regarde depuis qu'elle a 12 ans, directement, sans comédie. D'accord, dit-elle. D'accord, dis-je. Lena dépose la plainte le lendemain matin. Ce soir-là, Sloan arrive avec une clé. Elle franchit la porte d'entrée avant que je ne l'entende, et elle est déjà à plein volume quand elle passe la porte de la cuisine. Brennan est en train d'empoisonner Petra contre elle. Brennan est un obsessionnel contrôlant. Brennan ne lui a jamais donné ce dont elle avait besoin. Les mots viennent vite et sont bien rodés, comme si elle avait construit ce dossier dans sa tête pendant le trajet. Petra ne bouge pas de sa chaise à la table de la cuisine. Je n'élève pas la voix. Une tasse de café tombe du comptoir, pas jetée, heurtée par le dos de la main de Sloan alors qu'elle gesticule. Elle heurte le sol et se brise en 3 morceaux. Tu veux parler de ce dont tu avais besoin, dis-je très doucement. Tu n'étais jamais présente. 41 visites à l'hôtel, dis-je, 14 mois. Ce sont les chiffres, Sloan. Tout le reste, c'est une histoire que tu te racontes. Elle arrache sa clé du crochet près de la porte et la claque derrière elle. La tasse est toujours sur le sol en 3 morceaux. Petra la regarde un instant, puis se lève et prend la pelle à poussière sous l'évier. Je m'en occupe, dit-elle. 20 minutes plus tard, l'alarme de la porte arrière se déclenche. Je suis déjà au panneau. Je réinitialise le code, j'appelle la compagnie d'alarme et je leur demande d'enregistrer la tentative d'entrée avec l'horodatage et l'identification du capteur de porte. Le rapport d'incident est dans le dossier de preuve avant minuit. Ce que Sloan avait l'intention de faire comme une rentrée est devenu le document 2113. Je suis assis au bureau à 2 heures du matin. Le disque dur clique à travers son cycle de lecture dans le silence, un son que j'ai entendu tellement de fois qu'il est presque un réconfort maintenant. Le son des données qui s'organisent, du chaos qui prend une structure. J'ouvre le profil professionnel de Fletcher Calder sur le registre public du barreau et je lis l'unique plainte pour manquement à l'éthique déposée contre lui en 2019. Rejeté pour documentation insuffisante. Je pense à ce que signifie documentation insuffisante pour un homme qui ne m'a jamais rencontré. Puis, je commence à lui construire une documentation suffisante. Ça prend 40 minutes. Lundi matin, 7h14, je clique sur Republier. Le message fait 4200 mots, format étude de cas, en-tête professionnelle, section de méthodologie forensique, 3 pièces jointes sous forme de capture d'écran anonymisée. Le titre est Anatomie d'un fichier supprimé, ce que les métadonnées disent aux tribunaux sur la dissimulation préméditée. Les détails de l'affaire sont spécifiques. Une directrice marketing dans une entreprise de taille moyenne, un avocat senior dans un cabinet de renom, une feuille de calcul d'hôtel avec code couleur tenue sur 14 mois, annotée avec des numéros de chambre et des heures de départ, une LLC enregistrée sous le nom d'un tiers. Financée par des transferts structurés depuis un compte d'épargne commun. Aucun nom n'apparaît dans le texte. Le numéro de la ligne d'assistance éthique du barreau se trouve en pied de page sous ressources professionnelles, là où je le mets toujours, parce que je suis un professionnel qui fournit des ressources. À midi, 3 des associés directeurs de Fletcher Calder se sont transmis le message. Je le sais parce que les analyses montrent 3 clics de référence provenant d'un domaine de messagerie interne de Calder et Voss entre 11h15 et 11h52. Le 4e associé directeur ne le transmet pas. Il appelle directement la ligne d'assistance éthique. À 11h47, Vivian Calder lit le message sur son téléphone dans sa galerie à Soho. Je ne le saurai que plus tard. Ce que je sais maintenant, c'est que les analyses montrent un lecteur dans le Lower Manhattan qui a passé 19 minutes sur la page, assez longtemps pour la lire 2 fois. Vivian a 44 ans, possède une galerie et est, de tous les témoignages que j'ai recueillis, posée et observatrice. Elle reconnaît le schéma des dates de la feuille de calcul avant de terminer le 2e paragraphe, car 3 de ces week-ends coïncidant avec des voyages que Fletcher lui avait dit être des dépositions à Chicago. Elle a un souvenir spécifique attaché à 2 de ces dates, une réservation de dîner qu'elle a annulée parce que Fletcher avait dit qu'il rentrerait tard, et un événement scolaire auquel elle a assisté seule. Elle appelle son avocat à 11h47. Elle n'appelle pas Fletcher. Ce soir-là, je suis seul dans le bureau. Les analyses du blog sont ouvertes sur le moniteur de gauche.
3400 vues en 12 heures, 847 partages, un fil de commentaires qui a développé sa propre dynamique. Je fais défiler un commentaire où quelqu'un a mis un lien vers singletune.com et a écrit « C'est pourquoi la compatibilité des valeurs compte avant tout le reste ». Je m'arrête dessus. Le concept du test de valeur. Savoir ce que quelqu'un croit vraiment avant d'investir quoi que ce soit. Ça résonne différemment ce soir qu'il y a 2 semaines. Je ne clique pas. Je reste avec le mot valeur un instant, puis je ferme l'onglet et je retourne à l'index des preuves. Vendredi soir, Declan Marsh appelle et suggère de prendre un verre. Terrain neutre, dit-il. Il essaie de rester au milieu depuis 2 semaines, ce que je comprends et pourquoi je ne lui en veux pas. Declan est architecte, 43 ans, et il nous connaît, Sloan et moi, depuis avant notre mariage. C'est le genre d'homme qui croit que la plupart des situations ont un centre raisonnable, et il tient ce centre par instinct jusqu'à ce que le centre le rende impossible. Nous nous retrouvons au bar Greystone à Hoboken. Bois sombre, un barman qui sait quand resservir et quand disparaître. Declan commande un bourbon. Je commande de l'eau, ce qu'il note sans commentaire. Nous sommes à 20 minutes d'une conversation sur un projet sur lequel il travaille, une commande résidentielle à Montclair, une belle structure, un client difficile, quand la porte s'ouvre et Sloan entre. Elle n'a pas été invitée. Elle a suivi la position de Declan via une application partagée, ce qu'elle a déjà fait et que Declan n'avait pas prévu qu'elle ferait ce soir. Je peux dire à la façon dont ses épaules se détendent qu'il ne savait pas qu'elle venait. Elle a bu 2 verres avant d'arriver. Je peux le dire à la façon dont elle navigue dans la pièce, délibérée, légèrement trop précise, la démarche particulière de quelqu'un qui gère son propre élan. Elle s'arrête à notre table. « Tu as publié ce blog pour détruire Fletcher », dit-elle, assez fort pour que la table voisine arrête de parler. Le couple à notre gauche s'est déjà retourné. « J'ai publié une étude de cas, dis-je. J'ai changé les noms. C'est la pratique courante. Tout le monde sait que c'est lui. Alors il aurait dû se comporter différemment, dis-je. C'est comme ça que ça marche. » Declan fixe son verre. Il est très immobile, ce qui est la posture d'un homme qui a décidé quelque chose mais n'a pas encore agi. La voix de Sloan monte d'un cran. Elle explique au bar entier que j'ai mené une campagne de diffamation, que j'ai instrumentalisé notre fille, que je n'ai jamais compris ce dont elle avait besoin dans un mariage, et que toute cette situation est le résultat prévisible de 14 ans d'absence émotionnelle. Le barman apparaît au bord de la pièce. Il ne s'approche pas encore. Il évalue. Brennan a instrumentalisé. Le verre tombe de la table. Pas jeté. Son coude le heurte alors qu'elle gesticule et il bascule et se brise sur le sol. La pièce devient silencieuse de cette manière spécifique dont les bars deviennent silencieux quand quelque chose se casse. Declan pose sa serviette sur la table. Il se lève. Il me regarde une fois, un regard qui contient une conversation entière, puis il se dirige vers la porte. Je le suis. Sloan parle toujours à une table vide quand nous atteignons le trottoir. Dehors, sur Washington Street, la foule du vendredi soir se déplace autour de nous. Des couples, des groupes, le bruit ordinaire des gens qui ne sont au milieu de rien. Declan et moi restons sur le trottoir un moment sans parler. Puis la porte s'ouvre derrière nous et Sloan est là, et sa main est sur mon bras. Je me retourne. Elle pleure et est furieuse simultanément, une combinaison que j'ai déjà vue et qui ne m'émeut plus comme avant. Elle dit qu'elle a besoin de me parler seule, qu'il y a des choses que je ne comprends pas, que si seulement j'écoutais. Declan s'écarte, lui laissant l'ouverture qu'elle a demandée. Je la regarde un instant. Puis je dis, tout ce que j'ai besoin d'entendre est déjà dans le dossier. Et je marche. Pas vite, sans courir. Je marche au rythme auquel je marche toujours, qui est légèrement plus rapide que la foulée confortable de la plupart des gens, et je me fonds dans la circulation piétonne du vendredi soir sur Washington Street, slalomant entre les couples, dépassant un groupe de femmes en talons. À travers un groupe d'hommes devant un bar sportif. Derrière moi, j'entends les talons de Sloan sur le trottoir, le son spécifique de quelqu'un qui essaie de maintenir une allure qu'elle ne peut pas maintenir avec ses chaussures. Elle crie mon nom 2 fois, puis une fois de plus. Au coin de la rue, je tourne à gauche sans regarder en arrière, et la foule se referme derrière moi. Et quand j'atteins la Volvo 3 pâtés de maison plus loin, il n'y a que le son de la ville. Je démarre le moteur et je conduis. Samedi matin, 8h14. Renata Voss appelle. Renata a 68 ans, directrice d'école à la retraite,
la mère de Sloan. Elle a, jusqu'à cette semaine, été une défenseur fiable de la position de sa fille en toute chose, ce qui est son instinct et je ne lui en ai jamais voulu. Elle a de beaux meubles et des photographies encadrées d'une famille qui n'existe plus dans sa configuration précédente. Elle est aussi, je le sais, une femme dont le système d'exploitation est la honte. Pas comme une arme, mais comme une norme, une mesure pour savoir si elle a été partie prenante de quelque chose dont elle n'aurait pas dû l'être. Elle a lu le blog. Je sépare la pause avant qu'elle ne parle qu'elle a reconnu les dates. Les week-ends à l'hôtel, dit-elle. J'ai gardé Petra pour 3 d'entre eux. Sloan m'a dit que c'était des retraites de travail. Une autre pause. J'ai acheté un puzzle à Petra à chaque fois pour l'occuper. Je m'en souviens parce que Petra les a tous faits d'une traite, et j'ai pensé qu'elle était remarquable. Elle l'est, dis-je. Je te dois des excuses, dit Renata. Et je te dois autre chose. Je tenais un calendrier de bureau, en papier. J'écris tout. Les dates sont toutes là. Je le mettrai par écrit si ton avocate en a besoin. Renata, dis-je, tu n'as pas à, si, dit-elle, je le dois. Je la remercie. Je ne lui dis pas que ça fera une différence. Ça l'a déjà faite. Le mardi de la semaine suivante, Fletcher Calder reçoit 3 choses avant midi. Une lettre d'enquête du barreau, en recommandé avec accusé de réception. Un avis d'audit du cabinet, formellement initié par l'un de ses associés directeurs suite à l'angle des irrégularités financières du blog. Et un SMS de l'avocat de Vivian lui demandant de quitter le domicile familial d'ici vendredi. Il appelle Sloan. Elle ne répond pas. Il appelle à nouveau. Elle l'envoie sur la messagerie vocale. Ce soir-là, Declan m'envoie un texto. Elle a dit au Holloway que tu avais falsifié la feuille de calcul. Je pose mon téléphone face contre le bureau. J'y pense exactement le temps que ça mérite, c'est-à-dire 4 secondes. Puis j'ouvre le journal de la chaîne de possession, je trouve le certificat d'authentification avec le sceau du tribunal fédéral de l'affaire Delgado, celle où j'ai témoigné pendant 6 heures et où la défense a essayé le même argument, et où le juge a validé ma méthodologie sur chaque point. Et je le transmets à Lena. Avec une seule ligne. Elle va dire que je l'ai fabriqué. Voici pourquoi ça ne marchera pas, Lena répond en 3 minutes. Déjà dans le mémoire. Va dormir. Je ferme l'ordinateur portable. Le disque dur clique à travers son cycle de lecture dans le noir. Elle a dit au Holloway que je l'avais falsifié. Je souris presque. Presque. Le dossier fait 47 pages. Lena me tend une copie dans le couloir du palais de justice le mercredi matin dans un dossier manie avec un numéro d'affaires sur l'onglet, et je le tiens comme je tiens toutes les preuves, à plat, à 2 mains, sans serrer. Le greffier le traite en 12 minutes. Je m'assois dans le couloir sur un banc qui est là depuis environ 1987, sous un avis de dégâts des eaux concernant les services de médiation, et je lis l'index tandis que les néons diffusent leur bourdonnement particulier au-dessus de moi, jaune, blanc et sans pitié. Le genre de lumière qui fait que tout ressemble à un document. L'index des métadonnées, les certificats de chaîne de possession, les registres du compte de la LLC, la déclaration écrite de Renata, 3 pages, date précise. Le détail du puzzle inclus parce que Lena a dit que ça humanisait la chronologie d'une manière que les chiffres seuls ne pouvaient pas. La feuille de calcul de l'hôtel, 41 entrées, imprimée en taille réelle sur 6 pages. Je ne pense pas au dossier. Je pense à ce que Sloan fera quand elle le lira. La réponse arrive 40 minutes plus tard sur le parking du palais de justice. Sa voiture bloque la mienne. Elle attendait. Je manœuvre la Volvo pour me dégager, angle serré, demi-tour en 3 temps, et elle sort derrière moi avant que je ne quitte la sortie. Sur la route 1 sud, elle est assez proche pour que je puisse voir son visage dans le rétroviseur, téléphone dans une main, volant dans l'autre, l'expression de quelqu'un qui a décidé que la proximité est une pression. À l'échangeur, elle accélère pour me couper la route. Je freine, je la laisse passer, et je la regarde réaliser dans les 3 secondes suivantes qu'elle n'a aucune idée d'où je vais. Elle est maintenant devant moi sur une route dont elle ne connaît pas le but. Elle prend la mauvaise sortie. Je prends la bonne. J'appelle Lena depuis la voiture. Elle vient de me suivre en sortant du parking du tribunal. A-t-elle établi un contact? Elle a essayé de me coincer à l'échangeur. La dashcam tournait. Horodatez-le, dit Lena. Envoie-moi le clip ce soir.
Déjà configuré pour se télécharger automatiquement, dis-je. Document 2114. Mercredi, 10h. Audra Soli appelle. C'est l'enquêtrice en éthique du barreau, sèche, méthodique, la version institutionnelle de ce que je fais. Elle n'appelle pas pour confirmer la plainte. Elle appelle parce qu'elle a lu le blog et a une question de procédure sur la méthodologie des métadonnées décrites dans la section 4. Plus précisément, elle veut savoir si le protocole d'authentification que j'ai décrit est compatible avec les propres normes probatoires du barreau pour les pièces documentaires. Je réponds en 2 minutes. Explication standard, du genre que j'ai donné des dizaines de fois à des juges et des greffiers qui avaient besoin du concept sans la profondeur technique. Merci, dit Audra. Elle raccroche. Je reste avec le téléphone à la main un instant. Elle ne demandait pas parce qu'elle était confuse. Elle demandait parce qu'elle construit son dossier, et elle m'a appelé parce que ma méthodologie est la partie la plus irréprochable du dossier, et elle avait besoin de confirmer qu'elle tiendrait sous ses propres normes. Elle tiendra. Ce week-end, Petra est à la maison. Nous mangeons des plats à emporter du restaurant thaïlandais d'Elm, pad siu, rouleau de printemps, le riz au jasmin qu'elle commande depuis qu'elle a 14 ans. Nous mangeons à la table de la cuisine, ce que nous n'avions pas fait ensemble depuis un moment, et nous parlons de ses cours, d'un professeur qu'elle trouve difficile de manière productive. Un essai qu'elle écrit sur les normes probatoires en contentieux environnemental. Elle mentionne, prudemment, de la manière dont elle mentionne les choses auxquelles elle a réfléchi avant de les aborder, que la sœur aînée de sa colocataire a divorcé l'année dernière, que des mois après, pas tout de suite, mais quand elle était prête, elle a utilisé Singleton. L'évaluation des valeurs, dit Petra, sa colocataire lui a dit que ça posait des questions comme ce que tu ferais si quelqu'un que tu aimes te demandait de compromettre quelque chose en quoi tu crois. Je mange. Sa sœur a dit que c'était la première fois qu'on lui posait une question qui comptait vraiment, dit Petra. Je reste silencieux un moment. C'est une vraie question, dis-je. Ouais, dit Petra. Je le pensais aussi. Elle remplit son verre d'eau. Nous mangeons. La cuisine est silencieuse de la bonne manière. Lundi matin, Sloan se présente au bureau de Lena sans rendez-vous et sans son avocat. La réceptionniste appelle mon portable. Je suis dans l'immeuble pour une autre réunion, un client d'entreprise, une affaire sans rapport, et je descends dans le hall. Sloan se tient au centre de la salle d'attente avec un manteau que je n'ai jamais vu auparavant, un détail que j'enregistre sans le vouloir. Il y a 2 autres clients assis le long du mur. La réceptionniste regarde son clavier avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a décidé de ne pas être présent. Sloan me dit, au volume de quelqu'un qui veut que la pièce entende, que si je ne retire pas la plainte, elle racontera à Petra la vraie version de notre mariage, que Petra mérite de savoir comment c'était de vivre avec moi. Que Petra est manipulée par un récit que j'ai construit. Je la regarde longuement. Sloan, dis-je, Petra a lu la feuille de calcul elle-même. Elle t'a appelé. Tu sais ce qu'elle a dit. C'était 7 mots, dis-je. Elle te les a dit à toi, pas à moi. Je n'étais pas dans la pièce. Gareth Prin entre par la porte d'entrée à ce moment-là, l'avocat de Sloan, légèrement essoufflé, le regard d'un homme qui a reçu un appel inattendu et a conduit plus vite qu'il ne le voulait. Il prend Sloan par le bras et la dirige vers la porte avec l'efficacité rodée de quelqu'un qui a déjà géré cette situation. Sloan se dégage. Elle se retourne. Tu ne gagneras pas, dit-elle. Je n'essaie pas de gagner, dis-je. J'essaie de finir. La porte se ferme. La réceptionniste regarde son clavier. 18 heures. Je sors du bâtiment de Lena et trouve Fletcher Calder en bas des marches. Pas de mallette, pas d'associé, juste Fletcher dans un beau manteau, en cachemire anthracite, le genre de manteau destiné à communiquer quelque chose sur son propriétaire. Il a 47 ans, des tempes grisonnantes, le visage d'un homme qui a passé 2 décennies dans des pièces où sa présence était considérée comme acquise. Il veut parler d'homme à homme. Il dit que le blog est diffamatoire. Il dit qu'il a des ressources que je ne peux pas égaler. Il dit cela tranquillement, ce qui est la façon dont les hommes comme Fletcher disent des choses qu'ils entendent comme des menaces, tranquillement avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui a déjà mis d'autres personnes mal à l'aise de cette manière et a trouvé cela efficace. Je ne pense pas que vous vouliez ajouter la diffamation à la liste de lecture du barreau, dis-je. Vous n'avez aucune idée de ce que je peux faire à votre carrière. Fletcher, dis-je, j'ai témoigné devant un tribunal fédéral.
J'ai eu des avocats de la défense qui ont essayé de démanteler ma méthodologie pendant 6 heures d'affilée. Vous êtes un avocat spécialisé en transactions immobilières qui passe une mauvaise semaine. Je boutonne ma veste. Je vais marcher jusqu'à ma voiture maintenant. Je marche jusqu'à ma voiture. Fletcher ne me suit pas. Voici le truc avec les hommes comme Fletcher Calder. Ils sont habitués aux pièces où leur poids se fait sentir avant même qu'ils ne parlent. Ils sont habitués à la physique sociale particulière des étages des associés et des dîners de clients, où le statut se déplace dans une pièce comme un courant, et tout le monde s'y oriente automatiquement. Ce à quoi ils ne sont pas habitués, c'est à quelqu'un qui ne sent pas le courant, qui n'est pas orienté par lui, qui le trouve, au mieux, légèrement intéressant comme phénomène comportemental. Je rentre chez moi. Ce soir-là, seul dans le bureau, j'ouvre le tiroir. La clé USB est là où je l'ai laissée. Petite, noire, banale. Dessus se trouvent les dossiers médicaux scellés de Fletcher Calder, obtenus par une source que je ne nommerai pas, via un canal qui ne survivrait pas à une demande de communication de pièces. Les dossiers documentent une condition qui, dans le contexte de la plainte éthique et de l'audit du cabinet, serait professionnellement dévastatrice. Pas seulement dommageable, mais qui mettrait fin à sa carrière, le genre de chose qui est mentionné dans le rapport final du barreau comme un schéma de conduite. Je sors la clé du tiroir. Je la tiens. Je la fais tourner une fois entre mes doigts. Je pense à ce que l'utiliser ferait de moi. Pas légalement. Légalement, elle ne ferait probablement jamais surface. La chaîne d'acquisition est assez propre pour être difficile à tracer. Je pense à ce que ça ferait de moi, dans cette pièce, à ce bureau, à 2 heures du matin avec le disque dur qui clique à travers son cycle de lecture et les stores vénitiens qui zèbrent la feuille de calcul d'ombre. Je remets la clé dans le tiroir. Je le ferme à clé. Je reconnais, pour moi seul, que j'ai voulu l'utiliser, que ce désir était réel et spécifique, et a duré plus longtemps que je ne l'aurais souhaité, que je ne suis pas tout à fait la personne que je pensais être, ce que je sais des autres depuis 20 ans. Et que j'ai apparemment eu besoin d'apprendre sur moi-même ce soir. Je ne suis pas entièrement à l'aise avec la personne que je suis. Je ferme le tiroir. Qu'un appelle à 8 heures le lendemain matin. Sa voix porte quelque chose qui s'apparente à de la satisfaction, ce qui chez Qu'un se lit comme un léger réchauffement du tableau de bord, l'aiguille qui bouge d'1 degré, pas plus. L'audit du cabinet a trouvé une irrégularité de facturation, dit-il. 11 dossiers clients. La signature de Calder sur les 11. Les associés directeurs ont engagé un conseil extérieur. Je note le numéro qu'il me donne. Puis, j'appelle Léna. La date de la conférence de conciliation doit être avancée, dis-je. De combien? Autant que tu peux, dis-je. L'autre partie est à court de levier, et ils ne le savent pas encore. Conférence de conciliation, 9 heures, tribunal des affaires familiales du comté de Hudson. J'arrive avec 12 minutes d'avance. La salle de conférence est au 2e étage, au bout d'un couloir qui sent le papier de photocopie et le nettoyant pour linoléum, devant un panneau d'affichage avec des informations sur les visites supervisées que personne n'a mis à jour depuis 2021. La salle elle-même a une table rectangulaire, 8 chaises, une fenêtre qui donne sur le parking, et une horloge murale qui avance de 2 minutes. Je m'assois du côté gauche de la table. Je pose ma copie de l'index du dossier devant moi et je le lis. Je ne lève pas les yeux quand la porte s'ouvre. Qu'un est dans le couloir. Petra est avec lui. Elle est venue de Rutger ce matin sans qu'on le lui demande, ce à quoi je penserai plus tard, dans la voiture, quand j'aurai l'espace pour ça. Sloan entre avec Gareth Prin. Elle porte de nouveau le manteau bleu marine, celui que je n'ai jamais vu, et elle a la posture particulière de quelqu'un à qui son avocat a dit de projeter le calme. Elle s'assoit en face de moi et ne regarde pas l'index du dossier. Prin commence par une contre-proposition, livrée sur le ton d'un homme qui présente quelque chose de raisonnable. Sloan conserve la maison. Les comptes communs sont partagés à parts égales. Brennan absorbe ses propres frais de justice. Léna regarde Prin comme un chirurgien regarde un scanner qui confirme ce qu'elle savait déjà. C'est une interprétation créative de la situation patrimoniale, dit-elle. Laissez-moi vous montrer la situation réelle. Elle ouvre son dossier et fait glisser 3 documents sur la table. Les registres de la LLC, l'analyse des transferts structurés que Qu'un a préparé, 22 pages annotées, et un résumé d'une page que Léna a écrit elle-même, claire, numérotée,
le genre de document conçu pour être lu rapidement par quelqu'un qui ne veut pas le lire du tout. Prin lit le résumé. Il le relit. Sloan observe son visage. La LLC, dit Prin, est une entité juridique distincte. Financée par 34 000 $ de transferts structurés depuis les économies matrimoniales communes, dit Lena. Documenté, authentifié, chaîne de possession certifiée. Le schéma de structuration est cohérent avec une évasion intentionnelle des seuils de déclaration, ce qui, en vertu de la loi du New Jersey, constitue un gaspillage des biens matrimoniaux. Elle fait une pause. Nous pourrons discuter de la maison après avoir discuté des 34 000 $. La mâchoire de Sloan bouge. Elle regarde le document de la LLC comme on regarde quelque chose que l'on croyait enterré. Les transferts étaient, commence-t-elle. Documentés, dis-je. Elle me regarde. C'est la première fois que nous avons un contact visuel direct depuis le dimanche soir dans la cuisine, et je la regarde lire mon visage et n'y trouver rien qu'elle puisse utiliser. 41 entrées d'hôtel, dis-je. 14 mois. 34 000 $ de transferts structurés. Le calendrier de Renata. L'enregistrement de la dashcam de mardi. Le dossier de l'avocat de Vivian Calder, que Lena a reçu ce matin et qui documente la confirmation de la relation par Fletcher dans une déclaration sous serment. Je pose mes mains à plat sur la table. Ce sont les chiffres, Garrett. Tout le reste n'est qu'une histoire. Prin regarde à nouveau le résumé. Il a l'expression d'un homme qui recalcule. Nous aurions besoin de temps pour examiner. Vous avez le dossier depuis 8 jours, dit Lena. Le document de Vivian Calder est arrivé ce matin, dit Lena. Vous l'avez maintenant. Prin se penche vers Sloan et parle doucement. Elle écoute. Sa main sous la table ajuste sa bague, une habitude que je reconnais, le même geste qu'elle fait quand elle traite quelque chose qu'elle ne veut pas traiter. Elle l'ajuste 2 fois, puis une 3e fois. Quelle est la position de votre cliente sur la maison, demande Prin. La position de ma cliente, dit Lena, est que la maison a été achetée avec des fonds communs, que la valeur nette a été partiellement compensée par les 34 000 $ de gaspillage matrimonial documenté. Et que nous sommes prêts à aller jusqu'à une audience complète si la contre-proposition est maintenue. Elle ferme son dossier. Alternativement, nous réglons aujourd'hui selon des termes qui reflètent la situation patrimoniale réelle. Prin demande une suspension de 15 minutes. Dans le couloir, je me tiens près de la fenêtre qui donne sur le parking. Qu'un sort et se tient à côté de moi. Il ne dit rien, ce qui est l'une de ses meilleures qualités. Petra vient se tenir de mon autre côté. Comment ça se passe, dit-elle. Ça se passe, dis-je. Elle hoche la tête. Elle a les pommettes de sa mère et les yeux de sa grand-mère et une qualité d'immobilité qui n'appartient qu'à elle. Elle mange une barre de céréales de la poche de sa veste avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui a sauté le petit déjeuner. Elle a l'air effrayée, dit Petra. Elle devrait, dis-je. Ça va? J'y pense un instant. Le parking en bas est à moitié vide. Une femme en manteau vert marche vers une berline argentée, se déplaçant rapidement, la démarche de quelqu'un qui a terminé quelque chose de difficile et qui est content de partir. J'y arrive, dis-je. Petra hoche la tête. Elle finit sa barre de céréales et remet l'emballage dans sa poche. 15 minutes plus tard, Prin ouvre la porte de la salle de conférence et nous demande de revenir. Ce qui suit n'est pas une négociation. C'est un règlement, ce qui est une chose différente. Une négociation à 2 parties qui se rapprochent d'un centre. Un règlement dans ce contexte, c'est une partie qui accepte les chiffres. La maison est mise aux enchères. Les produits sont partagés après application de la compensation pour le gaspillage matrimonial de 34 000 $. Les comptes communs sont divisés, Sloan absorbant le solde de la LLC comme sa part. Les frais de justice sont partagés conformément à la loi. Brennan conserve tout l'équipement professionnel et les actifs commerciaux, qui n'ont jamais été des biens communs et que Prin ne conteste pas. Sloan signe l'accord de règlement à 11h23. Elle ne me regarde pas quand elle signe. Elle regarde le stylo, puis le papier, puis un point sur la table à environ 15 cm à gauche du document. Prin referme son stylo et commence à rassembler les papiers. Je regarde son visage. Il n'y a rien là-dedans auquel je doive répondre. Le chagrin est réel. Je peux le voir, la compression particulière autour de ses yeux que je connais après 14 ans à regarder son visage. Je ne ressens pas rien.
Je veux être précis à ce sujet. Mais ce que je ressens n'est pas le genre de choses qui changent les chiffres. Léna fait glisser ma copie sur la table. Je la prends. Je lis la première page et la page des signatures, ce qui est le seul protocole qui compte. Puis je me lève. Slow enlève les yeux. Pendant un instant, aucun de nous ne dit rien. L'horloge murale avance de 2 minutes. Dehors, sur le parking, une portière de voiture se ferme. 41, dis-je doucement, presque pour moi-même. De la manière dont on dit un chiffre quand on ferme un dossier. Je prends ma veste. Je sors. Dans le couloir, Quin me serre la main une fois, ce qui est la chose la plus démonstrative que je l'ai jamais vu faire. Petra me serre dans ses bras, ce qui n'est pas surprenant, et s'attarde un moment de plus que d'habitude, ce qu'il est. Nous descendons ensemble en ascenseur. Dans le hall, à travers les portes vitrées, je peux voir le parking et le ciel gris d'octobre et la femme au manteau vert qui sort maintenant de sa place, se déplaçant prudemment, vérifiant ses rétroviseurs. Petra pousse la porte la première. L'air extérieur est froid et pur, le genre d'air qui a été lavé par la nuit précédente. Je la suis. Derrière moi, à travers le verre, je peux voir le couloir du palais de justice, fluorescent, en linoléum, le panneau d'affichage avec ses informations périmées, la pièce où les chiffres sont devenus la ruine de quelqu'un d'autre. Je marche jusqu'à la Volvo. Je la déverrouille. Je m'assois un instant avec la portière ouverte, un pied sur le trottoir. Le disque de preuve dans la poche de ma chemise pour la dernière fois, poids froid, familier maintenant, le poids de quelque chose qui a fait son travail. Je le sors et le mets dans la boîte à gants. Puis je ferme la portière et je démarre le moteur. La voiture de Petra est 2 rangées plus loin. Elle me fait un signe de la main à travers son pare-brise, un petit signe, du genre qui signifie « je te suis », et je sors de la place et me dirige vers la sortie. À la sortie du parking, je m'arrête pour un passage piéton. Dans le rétroviseur, je peux voir l'entrée du palais de justice. Sloan sort par les portes vitrées. Elle s'arrête sur la marche supérieure. Elle regarde le parking, le balayant du regard, puis elle trouve la Volvo, et elle me regarde. Elle est très immobile dans son manteau bleu marine sous la lumière grise d'octobre, et elle me regarde partir. Je regarde dans le rétroviseur juste le temps de confirmer ce que je vois. Puis je regarde la route devant moi. Le piéton finit de traverser. Je m'engage dans la rue. Mon téléphone vibre dans le porte-gobelet. J'y jette un coup d'œil au prochain feu. L'écran affiche e-message. 52 notifications. L'aperçu dit « Brennan, s'il te plaît ». Puis l'aperçu se coupe. Le feu passe au vert. Je pose le téléphone face contre terre dans le porte-gobelet et je conduis. La voix de Quin de la nuit dernière est toujours dans ma tête. Le léger réchauffement du tableau de bord, le chiffre qu'il m'a donné, l'irrégularité de facturation sur 11 dossiers clients. La carrière de Fletcher Calder est un bâtiment aux fondations fissurées. Il tiendra encore un moment, comme le font les bâtiments fissurés, et puis il ne tiendra plus. Ce n'est plus mon affaire. Mon affaire, c'est la route, le ciel gris d'octobre, la voiture de Petra à 2 longueurs derrière moi, qui me suit. À 3 miles de là, à un feu sur une route que j'ai conduite 1000 fois, je plonge la main dans la poche de ma veste et je sors mon téléphone. Je le pose sur le siège passager, écran vers le haut. 52 messages. Je pense aux commentaires sur Singletune. C'est pourquoi la compatibilité des valeurs compte avant tout le reste. Je pense à ce que Petra a dit à la table de la cuisine, la première fois qu'on lui posait une question qui comptait vraiment. Je pense à la voix de Renata au téléphone, stable et honteuse et finalement honnête. Si, je le dois. Je pense à la question elle-même. Que ferais-tu si quelqu'un que tu aimes te demandait de compromettre quelque chose en quoi tu crois? Le feu change. Je conduis. Le disque de preuve est dans la boîte à gants. Le numéro de dossier sur le dossier Manille est clos. Le disque dur dans le bureau cliquera à travers son cycle de lecture ce soir dans une maison plus silencieuse qu'elle ne l'a été en 14 mois. Et ce silence sera la première chose honnête que la maison aura offerte depuis longtemps. Je baisse la vitre d'1 centimètre. L'air d'octobre entre, froid et direct, comme le sont les choses réelles. Devant, la route s'ouvre. Les phares de Petra sont dans mon rétroviseur, stables et proches. J'appuie sur l'accélérateur et j'y vais. Le bureau est silencieux d'une manière qu'il ne l'a pas été en 14 mois.
Je suis assis au poste de travail à 7 heures le lendemain matin avec une tasse de café et le genre de quiétude qui vient après que quelque chose de grand a fini de bouger. Le disque de preuve est dans la boîte à gants de la Volvo. Le dossier Manille avec le numéro de cas est dans le classeur, fermé. Les 3 moniteurs sont allumés, mais seul celui du centre a quelque chose dessus. Un nouveau formulaire d'admission de client, une affaire d'entreprise, une société de Parsippany qui soupçonne un ancien employé d'être parti avec le code source. Du travail de routine, le genre qui paie l'hypothèque d'une maison qui va être mise aux enchères. Ça me va. Mon téléphone est sur le bureau, écran vers le haut. Aux 52 messages de la nuit dernière se sont ajoutés 11 autres depuis 6 heures. Je n'en ai ouvert aucun. Je sais ce qu'ils disent parce que je sais comment ça marche. J'ai traité les preuves numériques de suffisamment de relations effondrées pour connaître la courbe. D'abord, la colère, puis le marchandage, puis de nouveau la colère, puis quelque chose qui ressemble à du chagrin, mais qui est en fait la première étape de l'acceptation portant les vêtements du chagrin. Sloan est quelque part au milieu de cette courbe en ce moment. C'est son travail à faire, pas le mien. J'ouvre le formulaire d'admission du client et je commence à lire. Mon téléphone vibre. Je regarde l'écran. Pas Sloan. 2 clans. Tu as 5 minutes, lis le message. Je l'appelle. Il décroche à la première sonnerie, ce qui signifie qu'il tenait le téléphone. Je te dois une conversation, dit-il. Tu ne me dois rien. Si, dit-il. Je savais que quelque chose n'allait pas il y a 6 mois. Pas les détails. Je ne savais pas pour Fletcher. Mais je savais que quelque chose n'allait pas, et je suis resté neutre parce que je pensais que j'aidais. Une pause. Je n'aidais pas, je me penche en arrière dans mon fauteuil. Dehors, à travers les stores vénitiens, la lumière d'octobre fait son truc particulier avec l'érable dans le jardin de devant, or et rouge, l'arbre à son meilleur juste avant de tout laisser tomber. Tu te comportais en ami, dis-je. C'est différent. Je l'ai laissé suivre ma position jusqu'au Greystone, dit-il. Je n'ai pas désactivé l'application partagée. C'est de ma faute. 2 clans, dis-je. Elle aurait trouvé un autre moyen. C'est ce qu'elle est. Il est silencieux un moment. Puis, les Holloway pensent que tu as falsifié la feuille de calcul. Les Holloway penseront ce que Sloan a besoin qu'ils pensent pendant les 6 prochaines semaines, dis-je. Après ça, ils auront l'accord de règlement, la déclaration de Renata et le dossier des avocats de Vivian Calder, et ils penseront autre chose. Les gens mettent à jour leur modèle quand les preuves changent. Certaines personnes, en tout cas. Celles qui valent la peine d'être gardées, dit 2 clans. Ouais, dis-je. Celles qui valent la peine d'être gardées. Il me dit qu'il prend la commande de Montclair et que les clients sont difficiles, mais que la structure du bâtiment est exceptionnelle. Il dit cela de la manière dont les architectes parlent des bâtiments qu'ils aiment. Avec une qualité d'attention particulière, comme s'il décrivait une personne. Nous raccrochons. Je retourne au formulaire d'admission. L'affaire du code source prend 3 heures à mettre en place. Analyse initiale, protocole de chaîne de possession, communication avec le client, travail standard. Le genre de travail pour lequel je suis doué et j'ai toujours été doué, ce que Sloan savait en abstrait, de la manière dont on connaît un fait sans savoir ce qu'il signifie. À midi, Quint envoie un texto sans préambule. Calder s'est retiré de 2 affaires actives ce matin. Les associés ont dit que c'était volontaire. Ça ne l'était pas, je le lis 2 fois. Puis, je pose le téléphone et je mange mon déjeuner. Un sandwich que je me suis fait au comptoir de la cuisine dans la maison qui est mienne pour encore 60 jours le temps que prendra la vente aux enchères. La cuisine est très propre. Petra l'a nettoyée avant de retourner à Rudger hier matin. Elle a lavé les tasses de café, essuyé le comptoir, remis la pelle à poussière sous l'évier. De petits actes d'ordre. Je les remarque comme je remarque tout, précisément, sans sentiment. Avec quelque chose sous la précision pour lequel je n'ai pas de terme technique. De la gratitude, peut-être. La plus simple. À 14 heures, Audra Soli appelle à nouveau. Monsieur Ashford, dit-elle, j'ai une question de suivi concernant le certificat d'authentification de l'affaire Delgado. Allez-y. Le sceau du tribunal fédéral, est-ce le district et de New York ou le sud? Le sud, dis-je. Juge Reyes. Le numéro de l'affaire est dans l'entête du certificat. Je l'ai, dit-elle.
Je voulais confirmer verbalement. Une pause. Votre méthodologie a-t-elle tenu lors du contre-interrogatoire? 6 heures, dis-je. La défense a contesté la chaîne de possession, puis l'authentification, puis a tenté de faire valoir que les métadonnées auraient pu être modifiées après la récupération. Le juge a maintenu ma position sur les 3 points. Quel était l'argument de la défense sur l'allégation de modification des métadonnées? Que le logiciel de récupération pourrait introduire de faux horodatages, dis-je. J'ai expliqué au tribunal le protocole de blocage en écriture. Le disque est en lecture seule dès l'instant où il entre en ma possession. Aucune opération d'écriture possible. La défense a retiré son argument avant que le juge ne statue. Audra prend une note. Je peux entendre le stylo. Merci, dit-elle. Madame Soli, dis-je. Oui. Il va plaider que le blog était diffamatoire. Il l'a déjà fait, dit-elle, par l'intermédiaire de son avocat hier après-midi. Une autre pause. Ça ne change pas le tableau des preuves. Elle raccroche. Je reste avec ça un moment. La version institutionnelle de ce que je fais, travaillant à partir de la même base, arrivant au même endroit. Il y a quelque chose de presque satisfaisant là-dedans. Comme 2 méthodologies indépendantes qui convergent vers le même nombre. Fletcher Calder a d'excellents costumes et des fondations fissurées. Les costumes dureront plus longtemps que la carrière, ce qui est le genre de choses qui aurait semblé une observation cruelle il y a 2 semaines. Et maintenant, cela semble juste être un fait. Je retourne au travail. Ce soir-là, je fais quelque chose que je n'ai pas fait en 14 mois. Je prépare le dîner. Pas un repas compliqué. Des pâtes, une sauce avec ce qu'il y a dans le réfrigérateur, le genre de chose qui prend 30 minutes et produit quelque chose de meilleur que ce à quoi on pourrait s'attendre. Je mange à la table de la cuisine avec le journal, que je lis de la première à la dernière page comme mon père me l'a appris. Et je bois un verre de vin et la maison est silencieuse autour de moi, comme le sont les maisons quand elles ne retiennent plus rien. Après le dîner, j'ouvre mon ordinateur portable à la table de la cuisine. L'onglet Singleton n'est pas ouvert. Je n'y suis pas retourné depuis que je l'ai fermé dans le bureau il y a 3 jours. Mais le commentaire est toujours dans ma tête. C'est pourquoi la compatibilité des valeurs compte avant tout le reste. Et la voix de Petra est dans ma tête et la question qu'elle a décrite. Que ferais-tu si quelqu'un que tu aimes te demandait de compromettre quelque chose en quoi tu crois? Je tape l'URL. Le site se charge, propre. Pas de photographie sur la page d'accueil. Pas de galerie de visages qui défilent. La page d'accueil a un paragraphe de texte et un bouton qui dit « Commencer l'évaluation ». Le paragraphe dit en langage clair que l'évaluation prend 40 minutes, qu'elle pose des questions sur les valeurs et l'histoire, et sur ce que vous croyez vraiment, et que vous ne verrez le profil de personne avant que l'évaluation ne soit terminée. 40 minutes. J'ai passé 40 minutes à construire une documentation suffisante pour une plainte au barreau. J'ai passé 6 heures dans un tribunal fédéral à défendre ma méthodologie. Je peux passer 40 minutes à répondre à des questions sur ce que je crois vraiment. Je clique sur le bouton. La première question apparaît. Décrivez un moment où vous saviez que quelque chose était vrai mais avez choisi de ne pas agir immédiatement. Que attendiez-vous? Je la lis 2 fois. Puis, je commence à taper. L'évaluation prend 43 minutes. Je réponds rapidement à certaines questions. Celles factuelles. Celles sur le travail et l'histoire et ce que je veux pour la prochaine décennie. Je m'attarde sur certaines. La question sur le compromis arrive vers la fin. Formulée légèrement différemment de ce que Petra l'a décrite. Si quelqu'un en qui vous aviez confiance vous demandait de mettre de côté quelque chose que vous croyez vrai, que feriez-vous? Je tape, je leur dirai la vérité sur ce que je sais. Ce qu'ils en font et leur travail, pas le mien. Je soumets l'évaluation et je ferme l'ordinateur portable. La cuisine est silencieuse. Le verre de vin est vide. Dehors, l'obscurité d'octobre s'est installée sur l'érable dans le jardin de devant et l'or et le rouge ont disparu jusqu'au matin. Je fais la vaisselle. Je l'essuie. Je la range. La maison, pour la première fois depuis longtemps, me semble être la mienne. 3 semaines plus tard, qu'un appel avec le chiffre final. L'audit du partenariat chez Calder et Voss est terminé. 11 dossiers clients, des irrégularités de facturation totalisant un chiffre que qu'un me lit avec le même ton qu'il utilise pour tous les chiffres. Plat, précis, sans commentaire.
Les associés directeurs ont renvoyé l'affaire au barreau. Fletcher Calder est en congé administratif en attendant l'enquête éthique. Son nom a été retiré du site web du cabinet. La demande de divorce de Vivian a été déposée hier, ajoute qu'un incontesté sur la responsabilité. Comment le sais-tu? Son avocate et Lena étaient ensemble à la fac de droit, dit-il. Lena l'a mentionné. Je note le chiffre. Pas parce que j'en ai besoin. Le règlement est fait. Les comptes sont clos. Mais parce que je suis un homme qui note les choses. C'est comme ça que je sais ce qui est réel. Qu'un, dis-je. Merci. Pour tout. Il est silencieux un moment, ce qui de la part de Qu'un équivaut à un long discours. Paie-moi un dîner un de ces jours, dit-il. Quelque part avec une nappe. Il raccroche. Je pose le stylo. Le bureau est le même qu'il a toujours été. 3 moniteurs, le rack de disques de preuve, les stores vénitiens ébrant tout d'ombre. Dans 60 jours ou le temps que prendra la vente aux enchères, j'emballerai cette pièce dans des cartons et je la déménagerai ailleurs. J'ai regardé un 2 pièces à Jersey City. Dernier étage, bonne lumière. Une deuxième chambre qui servira de bureau. L'immeuble a un parking. Le trajet jusqu'à Manhattan est de 22 minutes en patte. J'ai aussi la feuille de calcul pour ça. Elle n'a pas de code couleur. Les correspondances de l'évaluation Singleton arrivent un vendredi matin, 3 semaines après que je l'ai soumise. Pas une avalanche. Le site ne fonctionne pas comme ça. 3 profils, chacun avec une note de compatibilité qui explique quelles valeurs étaient alignées et lesquelles divergeaient et où les questions ont produit des réponses similaires. Je lis les notes avant de regarder les profils. Le 3e m'arrête. La note de compatibilité dit: les 2 répondants ont identifié l'action différée face à une vérité connue comme un schéma personnel significatif. Tous 2 décrivent la confiance comme quelque chose qui se construit par le comportement au fil du temps. Non déclaré. Tous 2 ont répondu à la question du compromis avec une variante du même principe. Je relis la note. Puis, je regarde le profil. Elle s'appelle Oren. Elle a 41 ans, vit à Hoboken. Travaille dans le contentieux environnemental. Elle a un chien et une opinion spécifique sur le fleuve Hudson qu'elle a exprimée en 3 phrases qui sont plus intéressantes que les 3 paragraphes de la plupart des gens. Je reste avec le profil un moment. Puis, j'envoie un message. Pas long. 4 phrases. La dernière est une question sur son opinion sur le fleuve Hudson parce que c'est une vraie question et je veux une vraie réponse. Je ferme l'ordinateur portable et je retourne à l'affaire du code source de Parsippany, qui a développé une complication qui requiert toute mon attention. 1 heure plus tard, mon téléphone vibre. Oren a répondu. 2 paragraphes. Le premier concerne le fleuve Hudson. Le second concerne la question du compromis. Elle a vu que nos réponses étaient alignées et elle voulait savoir ce que je voulais dire par leur travail, pas le mien. Je le lis 2 fois. Puis, je pose le téléphone face contre le bureau. Non pas parce que je l'ignore, mais parce que je dois terminer le travail devant moi avant de répondre à quelque chose qui mérite une vraie réponse. C'est une nouvelle habitude. Ou peut-être une vieille habitude enfin appliquée à la bonne chose. J'ai terminé l'analyse de Parsippany à 16h30. Je ferme le dossier client. Je fais du café. Je me tiens au comptoir de la cuisine et je le bois pendant que la lumière d'octobre fait sa dernière chose de la journée à travers la fenêtre. Longue, basse et dorée. Le genre de lumière qui fait que les objets ordinaires semblent signifier quelque chose. Puis je prends mon téléphone et je réponds à la question de Oren. Je lui dis que pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte, j'ai travaillé dans un domaine où mon travail consiste à trouver ce que les gens ont essayé de cacher. Que je suis très bon à ça. Que cette compétence se transfère de manière que je n'avais pas prévue. Je peux voir quand quelque chose est vrai avant d'avoir des mots pour le dire et j'ai appris, lentement et à un certain coup, que le voir et agir en conséquence sont 2 compétences différentes et que la seconde est plus difficile. Je lui dis que leur travail, pas le mien, signifie que je peux tendre la vérité à quelqu'un mais que je ne peux pas le forcer à la porter. C'est à eux de le faire. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que la documentation est propre. J'appuie sur envoyer. Le café est bon. La lumière fait son effet. Quelque part à Hoboken, une femme nommée Oren qui a un chien et une opinion spécifique sur le fleuve Hudson lit ma réponse sur son téléphone. Je ne sais pas ce qu'elle en pensera.
C'est son travail. Ça me va. La maison se vend aux enchères un jeudi de novembre. Léna m'appelle avec le prix à 11 heures. C'est un prix juste. Pas ce qu'il aurait été dans un meilleur marché, mais juste, et juste est ce que j'ai demandé. La compensation pour le gaspillage matrimonial est appliquée. Le produit net est divisé selon l'accord de règlement. À 14 heures, la transaction est complète de toutes les manières qui comptent légalement. Je passe devant la maison ce soir-là, pas pour la regarder, pas exactement. Je suis en route pour ailleurs et le chemin m'y mène et je ralentis sans le décider. L'érable dans le jardin de devant a perdu la plupart de ses feuilles. L'allée est vide. La lumière du porche est allumée, ce qui signifie que les nouveaux propriétaires ont emménagé ou sont sur le point de le faire et que quelqu'un a décidé que la lumière du porche devait être allumée. Je regarde la maison pendant 3 secondes, ce qui est plus long que ce que j'avais prévu et plus court que ce que ça aurait pu être. Puis je conduis. L'appartement de Jersey City est au 6e étage d'un immeuble qui était un entrepôt dans une vie antérieure. La 2e chambre a une fenêtre qui donne à l'est. Et le matin, la lumière entre sous un angle qui fait paraître la pièce plus grande qu'elle ne l'est. J'ai installé le poste de travail. 3 moniteurs, le rack de disques de preuve, un nouveau store vénitien que je n'ai pas encore ajusté. La pièce sent la peinture fraîche et la neutralité particulière d'un espace qui n'a pas encore été vécu. Petra est venue m'aider à déménager. Elle et sa colocataire ont transporté des cartons dans l'ascenseur pendant 3 heures, puis nous avons commandé une pizza et l'avons mangée par terre parce que la table n'était pas encore assemblée. Sa colocataire étudie le droit de l'environnement, ce qui a mené la conversation à Oren et comment Petra a découvert Singleton dans un contexte qui n'était pas lié au divorce. Alors tu l'as vraiment utilisé, a dit Petra. J'ai utilisé l'évaluation, ai-je dit, et c'est différent. Vraiment? J'y ai pensé. Moins que je ne le pensais, ai-je dit. Petra a souri. C'est le sourire de sa grand-mère. Celui qui signifie qu'elle connaissait déjà la réponse et attendait de voir si vous la connaissiez aussi. Oren et moi dînons pour la première fois un mercredi de décembre dans un restaurant de Hoboken qu'elle a choisi parce qu'elle connaît le propriétaire et que le poisson est bon. Elle arrive avec 2 minutes d'avance, ce que je note comme je note tout. Elle est avec son chien, un animal de taille moyenne de race indéterminée nommé Klaus, comme dans Santa, ce qu'elle explique sans qu'on le lui demande et qui est plus drôle que ça en a l'air. Nous mangeons. Nous parlons pendant 2 heures de choses qui ne sont pas nos mariages précédents, puis pendant 20 minutes de nos mariages précédents parce que c'est la chose honnête à faire et nous sommes tous les deux des gens qui préfèrent l'honnêteté. Elle me demande ce que je fais. Je lui dis. La version complète, pas la version où je travaille avec des ordinateurs, mais la version réelle. Témoignage fédéral, protocole de chaîne de possession, l'affaire Delgado, 6 heures à la barre. Elle écoute sans interrompre, ce qui est plus rare que ça ne devrait l'être. Donc. Tu trouves ce que les gens ont essayé d'effacer, dit-elle. C'est le travail, dis-je. Et tu n'as jamais, elle s'arrête, recommence. Tu ne l'as jamais utilisé pour autre chose que l'affaire? Je pense à la clé USB dans le tiroir fermé, aux dossiers médicaux scellés, aux 40 minutes que j'ai passées à la faire tourner entre mes doigts à 2 heures du matin. J'ai un tiroir fermé à clé, dis-je. Il y a quelque chose dedans que j'ai choisi de ne pas utiliser. Elle me regarde. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Ce que ça aurait fait de moi, dis-je. Elle hoche la tête. Elle mange son poisson. Elle ne dit rien pendant un moment, une qualité que j'ai appris à reconnaître au cours des 3 semaines de messages avant ce dîner. Elle réfléchit aux choses avant d'y répondre. C'est la bonne réponse, dit-elle finalement. Pas à cause de ce que ça lui aurait fait, mais à cause de ce que ça t'aurait fait à toi. Ouais, dis-je. Klaus est sous la table, patient et chaud contre ma cheville. Dehors, à travers la fenêtre du restaurant, l'obscurité de décembre s'est installée sur le front de mer de Hoboken. Les lumières de Manhattan sont de l'autre côté de la rivière, froides et spécifiques, comme le sont les choses réelles. Je remplis son verre de vin. Elle me remercie. Nous parlons du fleuve Hudson, sur lequel elle a des opinions bien arrêtées et qui sont plus intéressantes que ce que suggéraient 3 phrases. C'est un bon dîner. En janvier, Léna m'envoie le document final, le certificat de dissolution, le dernier morceau de papier dans un dossier qui a commencé par un retour de diagnostic à 18h47 un dimanche soir et se termine ici. Dans un dossier manie sur un bureau en métal dans un nouveau bureau dans une nouvelle ville avec un numéro de cas sur l'onglet et rien de plus à ajouter.
Je le classe dans le meuble. Je ferme le tiroir. L'affaire du code source de Parsipanis est résolue en faveur du client de Brennan. L'ancien employé avait supprimé 847 fichiers sur 3 appareils. Je les ai tous trouvés. La chaîne de possession a tenu. Elle tient toujours. Il y a une nouvelle demande sur le bureau. Une société de services financiers de Midtown soupçonne une fraude interne, 6 mois de chaîne de mails supprimés. Du travail standard. Le genre pour lequel je suis doué. Je fais du café. J'ouvre le dossier. À travers la fenêtre orientée à l'est, la lumière de janvier entre sous son angle bas et donne à la pièce l'impression d'être là depuis plus longtemps qu'elle ne l'est. Les moniteurs tournent. Le rack de disques de preuve contient 4 disques à divers stades de traitement. Le store vénitien est maintenant ajusté. J'ai trouvé l'angle il y a 2 semaines. Mon téléphone est sur le bureau, écran vers le haut. Il y a un message de Oren à propos du dîner de jeudi. Il y a un message de Petra à propos d'un essai sur les normes probatoires qu'elle veut que je lise. Il y a un message de Quin qui dit seulement « Nap », ce qui signifie qu'il est prêt pour ce dîner. Je réponds d'abord à Petra parce que son essai est à rendre avant jeudi. Puis je réponds à Quin. Vendredi, je connais un endroit. Puis je réponds à Oren. Dehors, la ville fait ce que font les villes en janvier, bougeant vite, le souffle visible dans l'air froid, tout le monde allant quelque part les mains dans les poches. Du 6e étage, on peut voir la station Pat et le front de mer et, par temps clair, la silhouette de Manhattan de l'autre côté de la rivière. Aujourd'hui, il fait clair. Je bois mon café et je me mets au travail. Le disque dur clique à travers son cycle de lecture, le même son qu'il a toujours fait, le son des données qui s'organisent, des choses supprimées qui sont retrouvées, du dossier qui est mis à jour. C'est un bon son. C'est le son de ma vie, qui est, après tout, une vie que je reconnais. Je ne suis pas tout à fait la personne que je pensais être il y a 2 mois, dans un bureau sombre avec une clé USB à la main. Je suis quelque chose de plus proche de l'honnêteté. C'est suffisant. C'est en fait, exactement suffisant.